Donc, bienvenue à tous à nouveau. On va peut-être commencer par faire, même si c'est un sujet qui commence à être extrêmement médiatisé et donc extrêmement bien connu, en tout cas dans ses grandes lignes, mais on va peut-être néanmoins commencer par faire un petit rappel avec Samuel Roumeau du succès de l'économie collaborative depuis ces dernières années. Qui a vraiment très fortement progressé. Est-ce que vous avez peut-être quelques indicateurs qui peuvent en témoigner? Et surtout, de votre point de vue, quelles sont les principales causes de ce développement exponentiel de l'économie collaborative ces dernières années? Bonjour à tous. Alors effectivement, on entend beaucoup parler d'économie collaborative. Excusez-moi, j'ai oublié de dire que j'ai dit que vous étiez WeShare. Peut-être un mot sur WeShare pour savoir. Un mot sur WeShare. Donc effectivement, WeShare, c'est un collectif d'entrepreneurs international qui analyse et accompagne les transformations collaboratives et numériques. Et donc sur l'économie collaborative, effectivement, on entend beaucoup parler de ces phénomènes émergents. Ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est un phénomène qui est extrêmement hétérogène. Aujourd'hui, sous cette bannière, on retrouve aussi bien les jardins partagés que Uber de l'autre côté de l'hémicycle. Le dénominateur commun de tous ces modèles, c'est finalement les échanges entre particuliers. C'est des modèles qui s'accélèrent grâce à l'essor du numérique. Et c'est des modèles qui nous poussent à repenser le travail, la gouvernance, aujourd'hui, l'ancrage dans les villes et dans les territoires. Je pense que c'est un premier balayage très rapide pour l'économie collaborative. Et précisément, dans les villes, quelle forme est-ce que cela prend aujourd'hui? Vous avez déjà mentionné Uber, donc on voit bien tout ce qui est transport. Mais vous avez parlé des jardins partagés. Il y a d'autres applications de l'économie collaborative, peut-être moins évidentes, qui viennent moins immédiatement à l'esprit, comme par exemple les méthodes de financement, peut-être. Effectivement, on voit se développer des moyens de financement alternatifs. C'est ce qu'en anglais on appelle le civic crowdfunding, le financement participatif de territoire, qui permet de financer des projets qui contribuent au développement local, que ce soit via des systèmes de dons avec contrepartie ou que ce soit via de l'investissement, ce qu'on appelle de l'equity, de la prise des parts dans une entreprise. On a différentes plateformes aujourd'hui qui émergent sur ce marché-là, Bulb in Town, Collecticity, et à titre d'exemple, dans le Pays Basque, récemment, une entreprise était menacée de faillite, une coopérative qui faisait du fromage de brebis. Elle a fait appel à une de ces plateformes de financement participatif pour trouver du financement. Ce qui s'est passé, c'est que les riverains ont mis chacun une certaine somme pour essayer de maintenir la coopérative. Et aujourd'hui, cette coopérative est de nouveau à flot et elle a créé 30 emplois. Donc c'est un tout petit exemple pour vous montrer comment les modèles collaboratifs sur les territoires peuvent être autant de leviers de développement économique, de développement social et parfois aussi, on le verra peut-être tout à l'heure, un levier également environnemental. Merci Samuel. Thomas Olivier, la Maïf est un des grands acteurs qui sont très, très investis dans l'économie collaborative, sans mauvais jeu de mots. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette économie? Peut-être quelques chiffres, je les ai oubliés, mais il y a des chiffres sur ce que va représenter l'économie collaborative à 10 ans, 20 ans, etc., qui sont très impressionnants, me semble-t-il. Bonjour tout le monde. Donc, pourquoi est-ce que la Maïf s'intéresse à l'économie collaborative? D'abord parce qu'en fait, on ne peut pas se renier. Et pour l'anecdote, la Maïf a été créée par des start-upers en 1934 qui avaient décidé de partager le risque et qui avaient disrupté à l'époque le marché de l'assurance. Donc la première assurance collaborative a été créée par une petite communauté qui était tout simplement des enseignants d'une salle de classe. Plus sérieusement, à l'époque à laquelle on vit, pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse? Tout simplement parce qu'on accompagne directement ou indirectement environ 10 millions de personnes, donc des gens comme vous et moi, et qu'évidemment ces personnes-là sont confrontées aujourd'hui aux nouvelles technologies, aux nouveaux usages, et on doit accompagner ces nouveaux usages, on doit les rassurer, on doit leur apporter de l'assurance.
Excusez-moi, pourquoi vous dites indirectement? Parce qu'en fait, on assure des personnes physiques directement, mais aussi des associations et des collectivités. Et à travers elles, on touche aussi des personnes. Et du coup, en fait, quand une assurance, et la majorité des assurances en France se sont construites sur l'ère de la propriété, et que cette ère de la propriété laisse place, en fin de compte, à l'ère de l'accès, à l'âge de l'accès, pour paraphraser Rifkin, évidemment que l'industrie de l'assurance se transforme. Donc notre rôle à nous n'est pas de rémunérer des actionnaires ou de faire du profit pour du profit, mais il est bien de nous transformer, de nous disrupter de l'intérieur, de s'auto-hacker pour continuer en fin de compte à accompagner nos sociétaires, nos clients dans leurs nouvelles pratiques. Ces nouvelles pratiques, c'est, pour rebondir sur ce que disait Samuel, la pratique du crowdfunding pour financer un projet à l'échelle locale, c'est partager sa voiture, aller dormir chez l'habitant, etc., etc. Et donc derrière, il y a aussi des besoins d'assurance et on les accompagne pour ça. Mais ce n'est pas la seule chose que vous faites en matière d'économie collaborative. Et non, parce que justement, en fait, on pourrait simplement se positionner comme un assureur et simplement essayer de transformer notre business, hein, j'allais dire. Mais comme ces pratiques collaboratives rejoignent assez fondamentalement le projet politique qui a créé la Maïf, qui était basé sur le mutualisme, sur l'économie sociale et solidaire, on a décidé en fin de compte de ramasser le projet politique et le projet économique de la Maïf sous l'égide d'un engagement sociétal qui rejoint, je pense aussi, ce que fait WeShare, qui est promouvoir une société collaborative. Et donc pour promouvoir cette société collaborative, on a fait un choix assez fort de soutenir les startups de l'économie collaborative, les startups affinitaires, c'est-à-dire qui partagent un ADN commun qui est celui de la Maïf. Et donc on cherche dans ces startups des gènes qui viennent nous permettre de nous hybrider pour préparer le futur. Donc effectivement, j'arrive sur les chiffres, on a créé un fonds d'investissement qui s'appelle Maïf Avenir, hein, qui porte bien son nom, doté de 125 millions d'euros. Depuis 2 ans, on a investi dans environ 16-17 startups de l'économie collaborative qui participent tous ou qui souhaitent participer toutes à ce projet d'une société plus collaborative. La Maïf soutient les startups et soutient aussi WeShare d'ailleurs. Oui, effectivement. Bah, écoutez, puisque c'est vous qui le dites, c'est encore mieux. Parfait. Merci, Stephen Hilton. Je me tourne maintenant vers vous. Donc, vous dirigez Bristol Futures. Maybe you could tell us what it is. What is Bristol Future? And you say a city has to be creative, smart, green, connected, inclusive, and open. Bristol does a lot of things related to this, and unfortunately I don't think we'll have time to go through all of them, but I think you could mention some of the initiatives that involve people in the city. But first, what about Bristol Futures? Thank you, Dominique. It's a great honour to be here today. So Bristol Futures has been a way in the city of bringing together our work around economic development, environmental sustainability, urban resilience, our work on technology and innovation, and our work on international affairs. And we believe that all of those things overlap and are connected, and we need to bring them together in order to really position Bristol as being a city that can be strong and resilient and successful in the future. And so Bristol Futures has been the way that we've led that work across the City Council and the city. In terms of sharing, as you said, Dominic, we have many examples in Bristol of projects that are based on collaboration and sharing. In 2015, Bristol was European Green Capital, which as an award was really completely based upon collaboration and sharing across many different agencies within the city, and also across cities. It was really a platform for cities to talk about how they need to work together to combat climate change. I could give examples of sharing from many different areas. There's recycling and circular economy projects. There's projects around sharing data. Mm-hmm. There's projects around sharing the infrastructure. So we are... Which ones? Well, as a city, we're taking away space from cars to make more space available for pedestrian and cyclists. It's not only Paris, then. No, and we're taking away parking spaces where local residents want to use them for bike storage.
But what I really wanted to talk about was money, and I wanted to talk about the Bristol pound as our local currency project. So the Bristol pound is the only citywide local currency project in the UK. It's been in existence for 5 years. It operates as a community interest company, and I'm one of the directors of that community interest company. But it's also a partnership with a community bank in Bristol called the Credit Union. And the Credit Union is a designated financial body. So if you want to create a bank account in order to trade in Bristol pounds, then that's where you would do it. But you don't have to have a bank account in order to use the local currency. You can exchange sterling for Bristol pounds on the basis of one-to-one. And there's also an app that allows you to transact digitally in Bristol pounds. But the key thing is businesses can pay their employees either the whole or part of their salary in local currency. As a local business, I could pay my taxes to the city in Bristol pounds. But the key thing is that it's really a choice. It's about how you and I as citizens choose to spend our money. And so the Bristol pound is around creating a shared sense of value in the local economy. The research suggests you can only pay for local services, so you can buy. So goods. the powerful thing is that you can only transact with local independent traders through the Bristol pound. Okay. And the research says that for every pound spent in the local economy, the effect is amplified so that it's the equivalent of £2 being spent, whereas if that same pound is spent in the global economy, it only has the impact of about 30% locally. So it's a way of you and I as citizens choosing to create a more local, more collaborative way of using our money. I noted with interest that in the Paris plan that we read yesterday, there is an action to explore a local, I think you call it an alternative currency. We call the Bristol pound a complementary currency because it doesn't attempt to replace the pound, it sits alongside it. But perhaps one area where we can continue to share is between Bristol and Paris, exactly. Sharing knowledge and experience around local currencies, and I would really like that. Let's start now. That was my next question, actually, to Antoinette Gull. J'allais précisément vous demander si ça faisait partie des projets envisageables pour Paris, ce genre de monnaie locale. Eh bien, votre question tombe bien, puisque oui, ça fait partie effectivement du travail qu'on mène aujourd'hui. Nous travaillons depuis maintenant le début de l'année, donc presque un an, à l'étude de faisabilité d'une monnaie locale à Paris. Alors c'est actuellement encore un projet qui se développe en interne de la ville de Paris, puisque ça demande, et vous l'avez vu, toute une acculturation à un autre système, des objectifs politiques à fixer, mais aussi des moyens techniques, quel support informatique, quel support papier, quelle sécurité, etc. Et donc toutes ces questions sont aujourd'hui posées et nous présenterons au cours du prochain semestre au Conseil de Paris une proposition, en tout cas les résultats de cette étude de faisabilité pour une décision. Mais je serais vraiment ravie de découvrir réellement comment fonctionne cette monnaie à Bristol. En tout cas, un grand merci à vous parce que je crois que la ville de Bristol, par sa monnaie locale, a inspiré nombre de grandes métropoles aujourd'hui qui se lancent dans la monnaie locale. Donc merci tout particulièrement à vous qui avez en charge le développement de cette monnaie. Eh bien, voilà. Alors, à Paris, oui. Peut-être un jour une monnaie locale, mais en attendant, bien d'autres applications de l'économie collaborative. Quelles sont celles que vous aimeriez citer en priorité, celles qui vous semblent les plus vertueuses, qui viennent le plus en complémentarité avec les politiques publiques de la ville? Oui. Alors on le disait, dans l'économie collaborative, et Wichard le mentionnait dès le début de cette table ronde, il y a une grande diversité d'économies collaboratives. Alors, moi, j'entendais ce matin un sociologue qui s'appelle Philippe Hainaut, qui expliquait en fait qui travaille particulièrement sur ce sujet, qui divisait en fait l'économie collaborative en 3 grandes familles et qui disait il existe une économie collaborative qui est
très coopératif qui s'intéresse au commun sur, bien entendu, je pense par exemple à Wikipédia ou à d'autres grands de ce type d'économie. Une économie collaborative, je vais dire plutôt capitaliste, qui va aller travailler en cohérence avec les politiques publiques, et une autre forme d'économie collaborative qui de temps à autre vient heurter nos politiques. Mais alors nous, bien entendu, nous souhaitons travailler en coopération, c'est le sens même. Moi, ma délégation est à l'économie sociale et solidaire et à l'économie circulaire, donc dans les deux pans de ma délégation, bien entendu, la coopération a tout son sens, et ce, sur plusieurs sujets. Bien sûr, tout d'abord, assurer une solidarité dans la ville. Moi, je pense au Carillon. Le Carillon, c'est cette structure qui est née juste après les attentats, il y a 1 an maintenant, et qui s'est développée à partir d'un réseau de voisins et de commerçants solidaires, et qui vise en fait à permettre à chaque personne sans abri de pouvoir trouver des services au sein d'un certain nombre de commerçants. Alors bien entendu, là on n'est pas nécessairement dans du high-tech, et c'est bien sûr là aussi toute une question sur qu'est-ce que l'économie collaborative. Elle peut être high-tech, mais elle peut être aussi low-tech sur le territoire et être basée sur la coopération humaine. C'est le cas du Carillon. Je vous prendrai un autre exemple extrêmement, il me semble pertinent pour la ville de Paris, c'est l'ouverture, d'ailleurs quasi immédiate, puisqu'elle a eu lieu hier, de La Louve. La Louve, c'est ce grand supermarché coopératif qui rassemble 3000 personnes à Paris. Donc ça veut dire qu'il y a 3000 Parisiennes et Parisiens qui ensemble décident de créer leur supermarché, de choisir leurs produits, de les commander, d'en assurer le rayonnage, d'assurer la caisse, de travailler dans ce supermarché pour pouvoir avoir accès aux produits. À raison de quelques heures par mois. À raison de 2h30 par mois, vous avez raison de le préciser. Et donc c'est un engagement citoyen important, parce que c'est une manière de reprendre le pouvoir, et de reprendre le pouvoir sur les choses. Dans le même ordre d'idées, je citerai le plan Paris Cité des Makers, dont nous avons déjà parlé, et puis notre engagement dans Fab City, qu'on a inauguré la semaine dernière, qui est là aussi une manière pour nous de proposer aux Parisiens de reprendre le pouvoir sur leur vie et sur les choses. Et les makers, en ce sens, eh bien, sont tout à fait singuliers, c'est-à-dire que là où nous voyons une petite boîte noire qui fonctionne quasiment par magie, eh bien, eux vont être capables de comprendre comment ça fonctionne, de la réparer, de la démonter. Donc c'est vraiment de nous faire reprendre le pouvoir sur toutes ces petites boîtes noires qui font aujourd'hui partie de notre vie, y compris, je vais prendre un exemple plus simple, des plats tout préparés en cuisine dont on ignore absolument tout de la recette, etc. Et en fait, les makers, on va les laisser fermer la porte. On va attendre un petit peu parce que... Ça y est, je crois que c'est fait. Très bien. Voilà, merci. En fait, les makers génèrent cette innovation sociale-là de nous faire reprendre le pouvoir sur les choses. Et c'est pourquoi nous avons, à Paris, engagé un plan à la fois de soutien aux makers, un plan Paris Cité des Makers, mais aussi qu'on s'est engagé dans Fab City. Et puis enfin, troisième élément, je crois, moi, de cohésion et de coopération, c'est de pouvoir faire participer les Parisiens dans leur ensemble, mais aussi les entreprises aux politiques publiques que l'on fait. En économie circulaire, par exemple, nous avons écrit à 250 mains le livre blanc de l'économie circulaire pour pouvoir, à partir de ces actions proposées, écrire une politique publique. Et ça, je crois que c'est très nouveau dans la manière de faire les politiques publiques. Vous disiez tout à l'heure, c'est pas forcément fondé sur le digital, mais par ailleurs, on comprend bien que le digital aide à faire se rencontrer l'offre et la demande, et sur certaines applications telles que le gaspillage alimentaire, par exemple, c'est quelque chose qui a été fondamental pour les initiatives menées en matière de gaspillage alimentaire, lutte contre eux. Oui, parce que alors sur ce sujet, comme sur l'économie circulaire, c'est-à-dire la revalorisation
de ce qui est nos déchets, mais je dirais quasiment de nos ressources. Nous sommes dans une situation où tout est très diffus. Le gaspillage alimentaire, c'est à chaque coin de rue, c'est dans chaque restaurant, c'est quasiment dans chaque foyer qu'il s'opère. Et donc, pour réussir à faire système et à récupérer toutes ces denrées non périmées et les redistribuer à ceux qui en ont le plus besoin, vous avez raison, là le digital et l'économie numérique nous permet cette possibilité qui aurait été impossible sans. Mais tout comme l'investissement des citoyens dans le projet de la ville n'est possible aussi que parce que le numérique permet de se l'approprier chacun chez soi. Donc vous avez raison, c'est absolument indispensable pour pouvoir, à l'échelle d'une ville comme Paris, avec sa densité, avec, je vais dire, sa complexité, le numérique permet ce rapprochement à la fois entre les situations d'offres et de demandes, entre les situations de personnes qui ont trop et qui gaspillent et d'autres qui en ont besoin. Et y compris même pour les entreprises, c'est tout à fait pertinent. Je prendrai l'exemple simplement des déchets de chantier, par exemple. Aujourd'hui, nous avons des déchets de chantier qui constituent une très grande partie des déchets et dont on sait qu'ils pourraient servir à d'autres entreprises, mais il faut pour ça avoir des plateformes, et des plateformes bien entendu numériques, qui puissent les identifier, qui puissent les qualifier, les rendre disponibles et sans doute très vite se transformer en place de marché pour qu'ils puissent être achetés par d'autres. Mais pour pouvoir optimiser ce métabolisme urbain, nous avons besoin effectivement de l'économie collaborative et donc en tirer le meilleur de ce qu'elle peut offrir. Merci Antoinette. Charles-Édouard Vincent, alors vous avez parlé tout à l'heure de réseau de voisins. Donc Charles-Édouard Vincent, un projet que vous connaissez forcément, Lulu dans ma rue. À titre personnel, j'ai vu le kiosque il y a 3 jours, donc je sais de quoi je parle maintenant. Expliquez-nous ce que c'est et en quoi ça contribue à l'économie collaborative et surtout de quelle façon. Alors, Lulu dans ma rue, c'est une conciergerie de quartier. Alors, c'est quoi ce concept ? En fait, quand on a besoin d'un petit coup de main chez soi pour un peu de bricolage, bouger de carton, s'occuper des plantes vertes pendant les vacances, sortir son chien, enfin, tous les petits coups de main qu'on peut avoir dans le quotidien, on ne sait jamais à qui demander. Et on a voulu créer, avec Lulu dans ma rue, en fait, une solution qui permet de trouver dans son quartier des gens qui peuvent faire ça d'une manière fiable et rémunérée. Et c'est ce qu'on a du coup construit avec une plateforme collaborative qui me permet de trouver en fait dans le quartier où j'habite les compétences qui vont me permettre de faire ce petit travail. Et cette plateforme collaborative, elle s'articule avec des kiosques à journaux qu'on récupère, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de kiosques à journaux qui ferment, mais en fait, ce qu'on veut faire, c'est récupérer ces kiosques à journaux. Les malheurs de la presse font les bonheurs de Lulu dans ma rue. Voilà, alors, soit ça, soit on arrive en complément. Hein, on travaille avec beaucoup de kiosques à journaux qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois et qui du coup trouvent un relais d'activité en prenant pour leur quartier toutes ces demandes de services. Donc ça, c'est ce qu'est Lulu dans ma rue, mais une autre façon, on va dire c'est la partie visible de l'iceberg, qui est cette plateforme de quartier, à la fois avec une approche numérique, mais aussi une approche physique et vraiment ancrée dans la vie quotidienne du quartier. Mais il y a une autre dimension, une autre façon de regarder Lulu dans ma rue, c'est aussi comment s'est créé Lulu dans ma rue. Et les origines, les racines de Lulu dans ma rue viennent de... Alors moi en tant que fondateur, c'est moi qui ai créé ce projet il y a 2 ans. Et j'ai passé avant 10 ans où j'ai créé une structure qui s'appelle Emmaüs Défi à Paris et qui a comme vocation de proposer du travail à des SDF. En fait, de permettre à des SDF de retrouver le chemin d'une insertion alors qu'ils ont passé des années à la rue, non pas en leur proposant un logement ou un hébergement, mais en leur proposant du travail heure par heure. Et en fait, quand on a démarré ça en 2007, très vite on s'est aperçu que le fait pour quelqu'un qui avait passé des années à la rue de retrouver une activité, de gagner son argent, de se prouver à lui-même que c'était possible et qu'il pouvait être à nouveau contributeur et pas seulement quelqu'un qui était pris en charge, etc., c'était un élément extrêmement puissant dans la reconstruction de la personne. Mais très vite, donc, on a aujourd'hui Emmaüs Défi, c'est à peu près 200 personnes qui travaillent dans cette structure, 200 salariés, dont 150 sont des anciens SDF. Mais très vite, on a vu les limites en tant que structure d'insertion. Il faut que ces personnes
trouvent un job, elles passent que entre 2 et 5 ans, en fonction de leur profil, dans la structure d'insertion. Et la question qui se posait, c'est qu'est-ce qui se passe après la structure d'insertion? Alors évidemment, on travaille avec des entreprises pour leur trouver un travail dans une entreprise, mais beaucoup de personnes qui ont eu des vies chaotiques ne vont pas s'adapter dans une entreprise où on a un travail salarié, un chef, un environnement qui est aussi très anonyme, très froid, parfois très dur. Et donc aujourd'hui, beaucoup de structures d'insertion ont du mal à trouver des solutions pour les personnes qu'elles ont accompagnées pendant un certain temps, mais qui après n'aspirent pas forcément à retravailler dans une entreprise classique. Et j'avais cette espèce de préoccupation de me dire il faut qu'on réinvente des nouvelles formes d'activité, et j'avais un peu cette image de tous ces petits services qui existaient autrefois qui faisaient que même si on ne gagnait pas des 100 et des 1000, au moins dans son quartier, on existait, on était utile, on pouvait rendre des services, des petits services par des petites choses, on était utile à son quartier et on existait, on continuait d'exister avec ça. C'est sûr que l'automatisation, toute notre société moderne a détruit tous ces petits métiers, mais je crois qu'aujourd'hui l'économie collaborative va permettre de les recréer, et c'est ce qu'on a essayé de faire en montant Lulu dans ma rue, en recréant ce concept de conciergerie. Pourquoi? Parce que finalement le numérique permet aussi de traiter toutes ces demandes à des coûts suffisamment faibles pour que ce soit acceptable pour un particulier de payer 15 € pour que... des idées des tarifs, effectivement. Oui, typiquement, pour fixer une tringle à rideau, ça va coûter en gros 30 €. Pour changer ma lunette de WC, ça va être 15 €. Pour changer mon pneu de voiture, ça va être aussi 15 €. C'est autant passé, mais c'est abordable. Et en fait, on peut le rendre abordable parce que le coût de traitement est automatisé. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a toute une part de dématérialisation et d'automatisation avec le numérique, mais est-ce que ça veut dire que c'est complètement virtuel et que ça devient inhumain? Non. Nous, on a dans nos kiosques des concierges et justement, les Lulu qui rendent ces services ont une charte et sont vraiment dans la logique de la vie de quartier, dans la logique de rendre service aux habitants, et finalement le numérique il est juste dans la capacité à traiter la demande de manière efficace. Alors en 2 mots les chiffres, on a testé ce concept de manière opérationnelle il y a 1 an, on l'a démarré, donc on a installé un kiosque place Saint-Paul, la ville de Paris m'a énormément soutenu dans ce test, et pour vous dire à quel point, alors on ne savait pas si là où les gens se débrouillaient plus ou moins avant, et quand on parle de création d'activités, on est dans de la création nette d'activités. Depuis le début de l'année, on a généré plus de 500 000 € de chiffre d'affaires pour les 80 Lulu qui habitent dans le centre de Paris, qu'on a référencé juste en 1 an. Sans nuire aux artisans locaux. Non, nous on est vraiment complémentaires. L'artisan il ne va pas venir pour fixer ma tringle à rideau ou pour me changer une ampoule. Déjà, il vient rarement dans des délais acceptables pour des choses plus importantes. Voilà. Donc... Et puis, il y a cette notion de quartier qu'on a voulu aussi réinvestir en se disant, en fait, ces compétences, elles sont dans mon quartier. Et moi, habitant d'un quartier, j'ai aussi besoin de me réinventer ce quartier où je connais les gens. En fait, le livreur anonyme d'Amazon qui a 12 secondes et demie pour me livrer mon paquet et c'est jamais le même, et on en a marre de ça. On a envie de vivre quelque chose où on connaît les gens qui viennent me rendre service, où je sais que quand je fais appel à ces services, ça crée de l'activité locale. Et pour vous dire, en l'espace d'1 an, ça a été à peu près 10 000 services qui ont été rendus juste dans le Marais, et 1 habitant sur 10 dans le Marais est client de Lulu dans ma rue. Donc là, on est dans on a juste démarré il y a 1 an, on va ouvrir 5 nouveaux kiosques dans les 6 prochains mois. Les prochains sont dans le 14e rue Daguerre et dans le 17e rue de Lévis. Et on se prépare en fait à déployer ce projet parce que ma conviction absolue est que finalement, il faut créer de l'activité économique accessible à tous pour permettre à tous de continuer à être acteurs de notre société et pas être en marge. Aujourd'hui, si on n'a pas un travail, si on ne se définit pas par une activité professionnelle, on a beaucoup de mal à ne pas être marginalisé. Merci Charles-Édouard. Samuel, je crois que vous vouliez réagir à ce que vient de dire Charles-Édouard. Oui, effectivement, on a passé en revue un certain nombre d'exemples et il me semblait nécessaire de reprendre un petit peu de hauteur de vue. Et je voulais partager avec vous cette citation de Saint-Exupéry que j'ai eu l'occasion de lire récemment et qui m'a pas mal touché, où il dit que si vous voulez construire un bateau, rien ne sert de rassembler vos hommes et vos femmes pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire dans les moindres détails, leur dire telle et telle chose qu'ils ont à exécuter, mais qu'il faut faire naître dans leur cœur le désir de la mer.
Et je crois que finalement, quand on parle de ville inclusive, on est un petit peu sur le même registre. Quand on pose la question « partager la ville, oui mais jusqu'où ?», je ne crois pas qu'on se heurte ni à des limites technologiques, ni à des limites de densité de population, ni même à des limites de capital social, mais on est plutôt sur comment est-ce qu'on crée de la confiance, comment est-ce qu'on crée de la bienveillance et comment est-ce qu'on crée finalement tout ce terreau culturel fertile pour pouvoir repartager, recréer ce sentiment de quartier, de proximité, et finalement comment est-ce qu'on recrée une nouvelle forme de contrat social à l'échelle locale. Et donc après, il y a tout un tas de questions qui se posent, auxquelles je n'ai absolument pas les réponses, mais auxquelles je serais ravi de travailler sur les prochains mois, sur quelle est la place de l'acteur public dans ces nouvelles... vous sautez les étapes, c'était des questions que j'avais pour plus tard. Ah bon, mais... Non, mais je vous en prie. Désolé. Alors je vous laisse les questions. Non, allez-y. Non, mais finalement, c'est ça, quelle est la place de l'acteur public? Comment est-ce qu'on fait travailler ensemble des écosystèmes, typiquement ce qu'on a là autour de la table, avec des initiatives Lulu dans ma rue, des grands groupes comme Maïf, des groupes de réflexion comme nous et des acteurs publics comme nos deux autres camarades. Comment est-ce qu'on fait pour travailler en agilité et pour, encore une fois, recréer ce nouveau contrat social à l'échelle locale? Merci Samuel. Alors précisément, effectivement, j'allais en parler en partant du fait que c'est un chiffre qu'on entend souvent. On en a parlé avec André Nedgul il y a quelques jours. On se demandait comment ça pouvait être calculé, mais où on entend souvent dire que 60% des métiers qui existeront dans 10 ans n'existent pas encore aujourd'hui. Et donc, c'est notamment lié à toutes ces nouvelles formes d'activité dont on parle. Et donc ça pose des questions en termes de compétences, de formation, etc. Mais ça pose aussi, au-delà, effectivement, la question que vous avez abordée du contrat social tel qu'on le connaît aujourd'hui et qui sera probablement de moins en moins adapté aux nouvelles formes d'activité qu'on vient de mentionner. Ce matin, on a parlé d'auto-entrepreneuriat, on a parlé d'emploi à temps très partiel avec Voisin Malin, par exemple. On parle régulièrement des slashers, qui sont des gens qui cumulent plusieurs jobs et probablement pas plusieurs jobs salariés lambda, enfin standard, je veux dire. Tout ça, c'est des questions qui se posent et vous, à la Maïf, vous réfléchissez autour de ces questions et je crois que vous voulez profiter, pas seul j'imagine, hein, mais vous pensez que l'année qui s'annonce, présidentielle, est un bon moment pour interpeller les politiques sur l'évolution de ces nouvelles formes de travail et la façon de préserver d'une certaine façon les acquis sociaux, même si ce n'est pas dans le même cadre que ça l'a été jusqu'à présent. Oui, je pense que c'est une année qui est formidable si nos politiques décident de mettre dans le débat, notamment des présidentielles, ces sujets-là. Mais la balle n'est pas dans notre camp, évidemment. Ce qui est sûr, et je rejoins ce que dit Samuel, la vraie question, c'est comment renouveler le contrat social en protégeant les plus faibles, mais aussi en s'adaptant à cette nouvelle économie, puisque finalement, protéger les travailleurs de demain, c'est pas seulement regarder le passé. Je veux dire, l'économie digitale, la nouvelle économie qui arrive, c'est pas une ère glaciaire, mais c'est vrai que si les acteurs qui regarderont derrière sont peut-être en voie d'extinction, effectivement. Donc il faudra regarder devant. Et en tout cas, nous, on a envie d'être une plateforme de discussion avec WeShare, avec plein d'acteurs, pour réfléchir sur ces sujets-là. Ce qui est frappant dans les débats qu'il y a autour justement de la fiscalité actuellement ou sur le travail, c'est que en fait, on ne redéfinit pas ce que doit être le travail plus tard. On parle de l'emploi dans une logique un peu INSEE, alors que finalement, je pense que ce qui serait salutaire, c'est de réfléchir au rapport qu'on a au travail. Ce que disait tout à l'heure Lulu dans ma rue, quand il expliquait que le travail, c'est aussi un levier d'aspiration très personnel, d'épanouissement. D'estime de soi. Je pense que ça, il faut qu'on l'ait. Et quand on pose la question de cette table ronde, c'est partager jusqu'où. Moi, ce que je regrette aujourd'hui, c'est que les réponses qu'apporte entre guillemets l'État ou l'administration, c'est des réponses fiscales. Aujourd'hui, on partage jusqu'à 15 000 euros. On partage dès le premier euro de revenu quand on est sur autre chose que du partage d'un bien. Et je veux dire, je ne suis pas sûr que c'est prendre le sujet par le haut. Je pense qu'il faut redéfinir autrement les choses et peut-être sans faire de théorie de la décroissance, c'est pas du tout mon sujet, mais oublier peut-être les indicateurs qui viennent dire ce qu'est la croissance, le PIB, etc. et de se dire finalement le vivre ensemble c'est quoi? Et on pourrait poser les questions différemment. On pourrait se dire
Est-ce que justement quelqu'un qui ne partage pas aujourd'hui dans une terre où les ressources sont limitées, est-ce que c'est pas quelqu'un justement qui devrait payer un impôt supplémentaire plus que celui qui partage? Ce serait intéressant de poser la question comme ça. Et c'est pas du tout ce qu'on fait. On pourrait se dire, ok, allons au bout de l'exercice de la fiscalité, et si moi, par exemple, je suis dans des pratiques collaboratives parce que je pense que c'est bon pour la société, je veux en fin de compte une instruction fiscale, un dispositif fiscal via la blockchain, par exemple, qui permet de savoir où va l'impôt, et en tant que contribuable collaboratif, je choisis où mon impôt collaboratif doit aller pour justement construire une smart city. Mais tous ces sujets-là, aujourd'hui, on ne les voit pas, alors que Samuel le disait, les technologies sont mûres, les acteurs sont là. L'économie collaborative, ce n'est pas une pratique émergente, tout le monde le fait, que ce soit on consomme dans des AMAP, on partage des biens, et pourtant ce débat-là, aujourd'hui, il n'existe pas, alors que c'est quelque chose de fédérateur et c'est un sujet qui est par le haut. Donc je pense que oui, j'espère que cette année, on va parler de tous ces sujets-là et que ça va s'inviter dans le débat présidentiel. Moi, j'ai une petite proposition à faire à tous les futurs candidats qui vont frôler. Je ne crois pas qu'ils soient là. Enfin, je ne crois pas. On ne sait jamais. Disons que jamais. Il y en je a jette une bouteille à la mer. Non encore déclaré. Ils vont frôler le burn-out toutes les semaines jusqu'au mois de mai. Donc il faudrait qu'ils fassent de temps en temps des petites pauses. Et pendant ces pauses, ils n'ont qu'à lire ou relire Ravage de Barjavel et voir ou revoir Demain de Mélanie Laurent. Et je pense que ça pourra les inspirer pour avoir un débat par le haut. Merci beaucoup pour ces conseils. On peut réagir. Thomas, bien sûr, Charles-Édouard. Je pense qu'il y a effectivement la présidentielle et les politiques. C'est vrai qu'à l'échelle de la ville, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Enfin, Antoinette est là. Au niveau de Paris, il y a le Conseil des générations futures qui a créé une commission et qui s'appelle l'économie du... Enfin, plusieurs commissions, dont une commission qui est économie du partage, que j'ai la chance de présider, où on travaille à l'échelle de la ville de Paris sur comment cette économie collaborative va être une économie du partage et pas une économie de la prédation. Donc je crois qu'il y a aussi des initiatives locales. Il y a certes l'État, les questions fiscales, mais à un niveau local, au niveau des villes, comment on peut utiliser toutes les opportunités de l'économie collaborative pour changer la ville. Et moi, ma conviction absolue, c'est effectivement, il y a une évolution du modèle social, ça va chambouler beaucoup de choses compte tenu de la puissance de ce phénomène, mais il faut aussi voir toutes les opportunités que ça apporte. Et moi, quand je vois le phénomène des migrants, les phénomènes de la grande exclusion, finalement, l'économie collaborative, ce tsunami aussi du numérique, est à l'échelle des défis sociaux qu'on peut avoir. C'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est aussi la puissance de l'économie collaborative va peut-être nous aider à trouver des réponses à l'échelle des problématiques auxquelles on fait face sur la question des migrants. Alors, moi, évidemment, j'espère que demain, Lulu, il y aura des milliers de Lulu dans Paris, et j'espère que dans ces milliers de Lulu, il y aura des centaines de migrants, de personnes qui ont connu la rue, et c'est ça qui m'anime, et c'est ça, je pense, le moteur de ce projet. Voilà, donc je pense qu'il y a effectivement des réflexions sur notre modèle social, mais il faut aussi voir les opportunités de transformation de nos villes, et notamment pour les plus fragiles et pour ceux qui ont été jusqu'à présent oubliés. Merci, Charles-Édouard. Antoinette, vous vouliez réagir également? Oui, moi je voudrais réagir sur le rôle des villes, puisqu'effectivement vous interrogiez le rôle des États et des futurs candidats, mais des politiques en général. Moi je voudrais ici qu'on repense et qu'on pense le rôle des villes pour développer cette résilience. Parce que ce dont on parle en fait ici, c'est d'une multitude d'initiatives qui prennent corps dans la société civile, dans les entreprises, et dont en fait on peut être à la fois le chef d'orchestre, certes, pour pouvoir au mieux les répartir sur le territoire, les faire entrer en interactivité, pour pouvoir les faire grandir, pour pouvoir les consolider à des moments où ils peuvent être fragiles, pour pouvoir donner un coup de main au lancement comme nous l'avons fait pour Lulu dans ma rue, mais comme nous le faisons avec d'autres, pour pouvoir travailler en réflexion avec WeShare. Et je veux revenir, moi, à la question de la monnaie locale, parce que si nous voulons faire système avec l'ensemble de toutes ces initiatives, on vient, nous, de décerner les trophées de l'économie sociale et solidaire de cette année, avec 10 superbes initiatives, et tous les ans, nous avons une promotion de lauréats que nous suivons très très longtemps pour justement les consolider et faire en sorte que ce soit des projets qui existent et qui durent sur le territoire. Mais si nous voulons réellement que ça fasse système, je crois que nous devons avoir les outils du système. Et les outils du système, c'est effectivement le numérique, premier outil. Et le deuxième outil, c'est la monnaie. Car aujourd'hui,
Moi, je ne connais aucun système économique qui fonctionne autrement qu'avec des interactions monétaires. Donc, nous avons besoin d'avoir la monnaie, de pouvoir nous l'approprier pour qu'elle puisse répondre à nos objectifs, non pas des objectifs comme la monnaie classique le fait, de spéculation ou de marché financier fictif, mais bien d'économie réelle sur nos territoires. Et c'est pourquoi je pense que le fait de réfléchir à une monnaie locale qui fasse cette interaction est absolument indispensable à la résilience de nos villes et au fait que cette économie coopérative et collaborative puisse exister comme un système souhaité par le politique, développé par les acteurs et les citoyens, car cette horizontalité-là est absolument nécessaire aujourd'hui et en tout cas certainement pour construire demain. Merci. Et il y a encore une autre, parmi les très nombreuses initiatives de Bristol, une autre dont j'aimerais que vous nous parliez, c'est l'index du bonheur que vous avez créé. Je ne sais pas si c'est inspiré du Bhoutan qui est connu pour ça. On dit, les consultants surtout disent what you don't measure, you don't manage. Donc on a besoin en fait de mesurer pour gérer. Mais comment peut-on appliquer ce genre de formule au bonheur? Comment est-ce que ça fonctionne? Et quel en est surtout l'objectif? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Comment vous vous en servez? So, Dominique, I think we've been on the panel talking about this new form of collaborative shared economy. And I would suggest that we therefore need to think about a different way of measuring the impact of economy on a city. So in Bristol, we have a programme called Happy City. And it's not simply another list of nice places to live. It's a fundamental challenge to cities to think differently about how they measure their impact. And so Happy City has looked at all of the different indicators of well-being, and it's produced a number of tools in order to help cities and citizens to understand and measure the level of happiness and the level of well-being that they have. So the Happy City Index actually is a framework for cities to understand how well they're creating the conditions where all citizens can thrive. And it's also a measure of how far into all of the communities in the city that flourishing quality has spread. The Happy City Index is also accompanied by something called the Happiness Pulse. And the Happiness Pulse is aimed at you and I as citizens. It allows us to complete some questions in order not just to get a measure of how happy we are, because I think we know that. It gives us an indicator of the things that we might need or want to rebalance within our everyday lives in order to get a greater sense of well-being. So you're right, Bhutan is famous for its indices of gross national happiness, but I seriously think that GDP and economy have captured the headlines for too long, and if we really need to understand the value of this collaborative economy, we need to be brave enough as cities to start to think about how the well-being of our citizens in all neighbourhoods is being measured. Merci beaucoup, Stephen. Est-ce que vous voulez réagir les uns les autres à cette initiative de la ville de Bristol, Samuel? Peut-être juste un petit mot. Finalement, ce dont on a besoin aussi, c'est pour passer à l'échelle et dupliquer ce genre de projet assez formidable comme a mené la ville de Bristol, c'est d'une documentation open source. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est le fait d'écrire très précisément la façon dont vous procédez lorsque vous menez des projets et de le mettre en open source, c'est-à-dire en libre accès à tous. Aujourd'hui, quand on travaille avec des collectivités, c'est loin d'être évident de fonctionner de cette manière, et je pense que c'est un petit, c'est pas tellement un détail, mais une façon de faire en tout cas qui permettra derrière d'accélérer ce genre de projet et de les faire passer à l'échelle un petit peu partout dans le monde. Qu'est-ce que vous en pensez, Antoinette? Est-ce que ça c'est un projet qu'on pourrait voir arriver à Paris, peut-être pour le prochain plan?
Alors moi, oui, je suis séduite par cet indicateur du bonheur et je crois que ma visite prochaine à Bristol ne va pas tarder. Bientôt, à mon avis, c'est pour bientôt. Ça, c'est... Ok, très bien. Je viens de me faire inviter en direct à Bristol. Vous êtes tous témoins. Nous sommes témoins. Non, je pense qu'effectivement c'est une très belle initiative. Et ce que j'aimerais rajouter, c'est que la coopération, elle doit aussi exister entre les villes. Et que c'est peut-être ce que ce sommet nous montre, c'est que ça peut exister. Qu'en fait, entre villes, nous n'avons pas à chercher à être concurrents, plus attractifs, des bonnes initiatives, il y en a dans toutes les villes, quelle que soit la taille, quel que soit le niveau d'attractivité, quelle que soit la localisation géographique. Et moi, je trouve vraiment intéressant que non seulement on parle d'une coopération plus intéressante dans la société civile, etc., mais ce qui est en train de se passer au niveau des villes est aussi un vrai changement. Je vais dire un vrai changement de cap. Aujourd'hui, nous nous réunissons avec plus d'une centaine de maires pour échanger sur nos pratiques d'inclusivité, pour pouvoir les partager, pour pouvoir les répliquer. Et ça, c'est important parce que si les répliquer avec intelligence, bien entendu, adapté au territoire, mais je veux dire que c'est quand même quelque chose d'assez nouveau dans la manière dont les villes travaillent ensemble. Et je pense que c'est très prometteur. Je suis tout à fait volontaire pour commencer, alors bien sûr pour aller à Bristol, et pour écrire la méthodologie, par exemple, de ce que nous avons fait sur l'économie circulaire, qui est assez singulier, avec une écriture par les acteurs des propositions d'action, une politique publique écrite à partir des propositions des acteurs, et maintenant une mise en place de ces actions. Et je veux bien, je prends oui cher au mot, je veux bien que nous l'écrivions et que nous le mettions en open source pour que ça puisse, puisque l'économie circulaire est encore un sujet en défrichage pour beaucoup de collectivités, pour que ça puisse servir. Tout à fait. Bon, beaucoup d'engagements pris autour de cette table devant témoins. On a en principe dépassé notre temps de parole, mais peut-être, puisqu'on n'a pas l'air de nous chasser tout de suite, on va en profiter un peu. Je voulais vous redemander, Thomas Olivier, puisqu'on a effleurer ce sujet d'une certaine forme d'économie collaborative qui pouvait être responsable de captation de valeur mauvais escient. Comment vous, en tant qu'investisseur dans cette nouvelle économie, quels sont vos critères de sélection? Comment vous faites pour trier, on va dire, le bon grain de livret dans vos investissements? Alors, je vais répondre à votre question, mais juste pour faire une petite parenthèse. Samuel a essayé de le dire tout à l'heure, enfin, tu l'as dit en fait, mais pour mettre des noms, un acteur comme Uber ne se revendique pas du tout de l'économie collaborative lui-même. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle d'Uber en disant l'économie collaborative et Uber fait du mal, on fait que la publicité d'Uber qui ne se revendique pas que ce modèle-là. Mais ça porte ses fruits puisqu'aujourd'hui, pour revenir sur la réglementation fiscale qui est en cours, on croit faire du mal à Uber, on fait juste du mal en fait à tout l'écosystème de start-up françaises qui se développent, qui créent des emplois, qui résout des frustrations, donc c'est-à-dire qui règlent des problèmes quotidiens de milliers de personnes. Donc faisons attention et allons un petit peu dans le détail parce que je pense que sinon on va juste scier une branche sur laquelle on est assise. Aujourd'hui, ce que représente l'écosystème start-up et économie collaborative français, c'est au moins un quart de l'écosystème mondial. Donc on est en train de faire du mal à un quart à un énorme levier de création de valeur pour nos futurs emplois et pour la France. En ce qui concerne Maïf, quand on sélectionne des startups, on a 3 grands critères que l'on regarde. On regarde en fait le potentiel, c'est-à-dire le potentiel du territoire sur lequel la startup exerce son service. On regarde si la pratique émergente de ce territoire est une pratique avec du potentiel. Le covoiturage, l'autopartage, je vous le dis aujourd'hui, c'est une évidence pour tout le monde. Quand on s'y intéressait en 2007, en 2008, en 2009, ça l'était moins. Et pourtant, en 2007, on a été le premier grand partenaire de Blablacar. En 2009, on a été le premier assureur à créer une assurance pour l'autopartage. Donc on fait des choix assez tôt. On essaye d'évaluer le potentiel que peut avoir une pratique. Donc il y a un premier critère qui est le potentiel. Il y a un deuxième critère, c'est la capacité d'innovation. La capacité d'innovation qu'apporte cette pratique, la start-up, et en quoi elle va, ce que j'ai dit tout à l'heure, alimenter notre logique d'hybridation et de transformation du groupe Maïf pour sauver nos propres emplois. Donc il y a un critère qui est l'innovation. Et il y a un troisième critère qui est extrêmement important, c'est la proximité avec la marque, avec le projet politique, social et sociétal de la Maïf. Et comme on est à la base une mutuelle d'enseignants,
L'idée, c'est d'avoir la moyenne générale et pas de note éliminatoire. Donc il y a 3 critères: potentiel, innovation et proximité avec la marque. Bravo pour cette formule. Je pense qu'on va en rester là. C'est une belle conclusion.